Dans le souffle du vent, là où l'océan vient frapper la pierre inlassablement, Mogador n'a jamais cessé de parler. Dans ce 4e chapitre de Les Rochers de Mogador, le voyage continue. Un voyage entre mémoire et silence, entre ce qui survit encore et ce qui disparaît. Tout commence dans l'épisode précédent. Dans la 3e partie, une question est restée en suspens, née ici même, au cœur de la carrière de Béni Antar. Une question laissée ouverte, comme une trace inachevée dans l'histoire. Puis, quelques heures après la diffusion, une réponse est venue à moi. Un message précieux, porté par la voix d'un homme de mémoire, l'ethnologue et écrivain Souiri Abdelkader Mana. Il m'a révélé que les Aïd Béni Antar sont venus de la région de Fès, répondant à l'appel du sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah lors de la fondation d'Essaouira. Il n'était pas seul. D'autres tribus ont participé à écrire les premières pages de la ville. Les Jbanat, les Aït Lahalaj, des noms qui résonnent encore, comme des racines profondément ancrées dans cette terre. Et une partie de leur histoire ne s'écrivait pas seulement, elle se chantait. On l'appelait le Rozoun, une tradition poétique et musicale où les tribus se rencontraient dans des joutes de mots et de rythmes, transmises de père en fils comme un souffle vivant. Mais aujourd'hui, ce souffle s'est éteint. Le Rozoun n'existe plus. Il ne reste que des souvenirs, portés par les anciens. Et pourtant, l'histoire remonte encore plus loin. Avant leur passage par Fès, les Aïd Béni Antar portaient en eux une origine andalouse, une mémoire d'exil, une mémoire de traversée, une mémoire qui a franchi les mers pour venir s'ancrer ici, face à l'Atlantique. Mais le temps fait son œuvre, et avec lui, disparaissent peu à peu ceux qui savaient. Raïs Miloud, enfant d'Essaouira, témoin de plus de 76 années de vie, Abdelkader Mana, Feu Mohamed Bouhada, et tant d'autres encore. Ils nous ont transmis bien plus que des récits. Ils nous ont confié une mémoire fragile, précieuse, et aujourd'hui menacée par l'oubli. Cet épisode est peut-être le dernier que j'ai pu enregistrer, pour l'instant. Mais l'histoire de Mogador, elle, ne s'arrête pas. Il reste encore tant à découvrir. Le fort de la petite île, la grande île, les traces invisibles, les histoires enfouies dans la pierre. Et pour continuer, pour aller plus loin dans cette quête, nous avons besoin de vous. Mais avec vous, elle peut renaître. Nous avons aussi besoin de toutes les bonnes volontés, de toutes les collaborations sincères, de toutes les mains tendues. La page Les Vents de Mogador et moi-même restons ouverts à celles et ceux qui souhaitent participer, aider, préserver et transmettre. Car raconter Mogador, c'est aimer. Et aimer, c'est ne pas oublier. Ce 4e épisode porte un nom simple, presque familier, la plage du club. Un nom que les habitants continuent de prononcer comme un écho venu d'un autre temps. Mais pourquoi ce nom ? D'où vient-il ? Peut-être que, là encore, Mogador a quelque chose à nous dire. Écoutons-la. Ce rocher devant nous, on l'appelle le rocher en forme de baril de poudre. Il y en a deux, le premier, celui que tu vois devant nous. Si tu as remarqué, il est taillé en bas pour que l'eau puisse glisser. Il y en a un deuxième qui lui ressemble, de l'autre côté. Tu peux le voir d'ici si on s'approche un peu. Celui qu'on voit là-haut, tu l'as vu ? Alors, celui devant nous, on l'appelle le rocher en forme de baril de poudre numéro 1, et l'autre, c'est le numéro 2. On les appelle aussi celui de l'intérieur et celui de l'extérieur. Ces deux rochers sont des barrages naturels qui cassent les vagues, qui peuvent atteindre 6 à 7 mètres et dépasser la hauteur de la Scala. Quand les vagues sont puissantes, elles font même bouger les canons, et parfois les font tomber ici.
Les rochers en face amortissent la force des vagues et protègent ce bastion, ou la scala. Je me souviens qu'à cet endroit, il y a eu le tournage d'un film, je pense entre 1954 et 1960. Peut-être qu'en 1960 ils en ont fait une nouvelle version, ou qu'ils l'ont colorisé, je ne sais pas. Car dans mes souvenirs, ce film était en noir et blanc. Je me rappelle l'avoir vu en 1967, ici au cinéma. Le nom du film, c'est Salammbô. Lors du tournage à Essaouira, un habitant juif de la ville y a joué. Les anciens se souviennent de lui, c'était un pâtissier, et il vendait des sandwichs aux poissons avec sa femme, Kanra, ou Mela. Son nom était Ishwa. Il y avait aussi un autre personnage de la ville qui a joué dans ce film, un ancien Raïs, qui avait un regard un peu effrayant. Il s'appelait Kadour Boujaba. Je me souviens d'une scène, ils étaient attachés, dans le film, à la porte de la scala. Et Salammbô, dans le film, arrive devant ce rocher en forme de baril de poudre, puis il plonge pour accéder à la sorcière. Mais dans la scène, on montre seulement le moment où il saute du rocher. En réalité, il a nagé ici, dans cette cuvette rocheuse. C'est celle-là, là où il y a quelques petits rochers qui sont tombés récemment. Cette cuvette, on l'appelle la cuvette de Saïd l'éboueur, paix à son âme, le pauvre. C'est dans cette cuvette rocheuse que Salammbô a nagé dans le film. Ensuite, on le voit remonter à côté du rocher en forme de baril de poudre, où il se bat contre la sorcière, qui s'était transformée en dragon. Salammbô gagne et sauve sa fiancée. Ce film-là, si vous le cherchez, vous pourrez peut-être le trouver dans les archives. Et toi, Raïs Miloud, tu étais petit à l'époque? Oui, en 1967 j'étais encore jeune quand j'ai vu ce film au cinéma. Et je me souviens qu'au moment où on a reconnu le rocher en forme de baril de poudre et la cuvette rocheuse de Saïd l'éboueur, on a crié dans la salle de cinéma. Dans les remous de l'Atlantique, face à la ville d'Essaouira, les rochers de Mogador se dressent, immuables, témoins silencieux du passage du temps et des histoires oubliées. Au début des années 60, une partie du film Salammbô aurait été tournée ici, au Maroc. Pourtant, dans les archives officielles, aucune trace ne mentionne clairement Essaouira comme lieu de tournage. Et pourtant, à l'image, un détail ne trompe pas. Ce rocher emblématique que les habitants appellent encore aujourd'hui le baril de poudre 1. Un indice troublant qui rejoint les souvenirs de Raïs Miloud. Des souvenirs précieux, transmis oralement, comme souvent dans cette ville où la mémoire vit autant dans les récits que dans les pierres. Cela soulève une question. Combien d'images anciennes d'Essaouira existent encore, disséminées dans des films oubliés, tournés sans qu'on en garde la trace? Lorsqu'on interroge les anciens, beaucoup affirment que le premier film tourné ici serait Othello, réalisé en 1949. Mais peu savent qu'un autre film, bien plus ancien, avait déjà capturé la ville, l'Occident, en 1928. On y découvre des images rares, presque irréelles aujourd'hui, de la petite île et de son fort, figés dans une époque révolue. Ces images, précieuses, racontent l'évolution d'Essaouira, une ville transformée, mais qui n'a jamais perdu son âme. Car malgré les changements, certains repères demeurent, comme les rochers de Mogador, toujours là, fidèles à leur place, défiant les siècles. Chaque génération y projette ses histoires, ses souvenirs, ses légendes. Avec Raïs Miloud, nous longeons la muraille de la Scala, poursuivant notre chemin vers un lieu que l'on appelle encore aujourd'hui la plage du club. Un lieu chargé de mémoire, où passé et présent continuent de se rencontrer, au rythme des vagues.
J'ai vu une photo de cette époque. Sur la photo, on voit un agent des forces auxiliaires, debout là-bas, dans le coin du Borge, sur cette plage. Il est en tenue officielle, avec son arme et ses bottes, en train de surveiller la plage, qui était privée à l'époque. Il y avait des Européens, avec des balançoires, des transats et des parasols. Et à cet endroit que je vais te montrer, il y avait un petit mur, avec deux trous ronds qui laissaient passer l'eau. À marée haute, cet endroit devenait comme une piscine. Les familles européennes y nageaient avec leurs enfants. Et à marée basse, l'eau passait à travers ces trous. Le but de ce mur était de protéger les enfants et les nageurs des forts courants qui tirent vers les rochers. En quelle année a été prise cette photo, Raïs Miloud? Franchement, je ne sais pas exactement, mais on reconnaît bien l'endroit, et l'agent debout sur le côté, là-bas, était là pour empêcher les personnes non autorisées de passer. Et les Européens sur la photo, ce sont des membres de l'élite du club. Voilà sa porte. Viens, on va s'approcher pour la voir. Voilà la porte du club. C'est pour ça que cette plage s'appelle la plage du club. Non, c'est parce qu'il existait un club là-bas, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la banque et le café, sur la place. À l'époque, ce club était fréquenté par des médecins, des militaires et l'élite de la ville. Et là, on voit le petit mur dont je t'ai parlé. Il est en ruine maintenant, il n'en reste presque rien. Il y avait aussi une autre partie de ce mur de l'autre côté, là-bas, vers les goélands. Et ici, cela forme encore comme une petite piscine où les gens viennent se baigner avec leurs enfants, mais c'est un espace privé, pas public. Nous arrivons avec Raïs Miloud sur une grande place d'Essaouira. Aujourd'hui, on y trouve une banque et un café-restaurant, autrefois connu sous le nom de Café Babla Achour. Mais à une autre époque, ce lieu avait une toute autre fonction. Selon Raïs Miloud, ici se trouvait une plage privée, à l'époque du club de Mogador. Un espace réservé, surveillé par un gardien, et surtout inaccessible au grand public. Seules les élites de la ville et les familles d'anciens militaires pouvaient y accéder. Nous sommes probablement durant la période du protectorat français. Il évoque une ancienne photographie de ce lieu, une image aujourd'hui introuvable. En explorant les archives, seules quelques photos datant de 1956 à 1958 ont pu être retrouvées, prises sur cette même plage privée. Alors une question s'impose. Qu'était réellement ce club? D'où venait-il? Qui l'a fondé? Et dans quel but? Faute de réponse précise, il a fallu remonter le fil de l'histoire. Au début du XXe siècle, Mogador, aujourd'hui Essaouira, est une ville portuaire profondément cosmopolite. Marchands juifs, élites musulmanes et consuls européens y cohabitent dans un équilibre rare, faisant de la ville un véritable carrefour culturel. C'est dans ce contexte qu'est fondé, au tournant du siècle, le club de Mogador. À l'origine de ce projet, un homme, Pepe Rato. Entrepreneur d'origine sévillane, sujet britannique, consul du Brésil et propriétaire de l'hôtel La Palmera, il imagine un lieu unique dédié à la rencontre et à l'échange entre les différentes communautés. Le club s'installe à Bab Seba, près de Darsouiri. Très vite, il devient un espace de dialogue et de modernité. On y parle plusieurs langues, arabe, français, espagnol, hébreu, et l'on y débat de politique, de commerce et de culture, dans un esprit d'ouverture peu commun pour l'époque. Sous l'impulsion de Pepe Rato, le club attire une élite venue non seulement de Mogador, mais aussi de Casablanca, de Rabat et d'ailleurs.
Il incarne alors pleinement l'âge d'or cosmopolite de la ville. Mais en 1917, tout bascule. La mort soudaine de Rateau marque un tournant décisif. Le club perd celui qui en était l'âme. La direction est confiée à Boulle, de la compagnie Paquet, mais l'esprit du lieu ne sera plus jamais le même. En 1922, le club entame une nouvelle phase de son histoire. Il déménage à la Casbah, dans l'ancien palais du Pacha El Majdoub. Le lieu gagne en prestige et devient une véritable institution, accueillant réceptions, soirées et débats influents sur l'avenir du pays. Mais peu à peu, le contexte change. Après la Première Guerre mondiale, l'hôtel La Palmera tombe en ruine. L'occupation française et la montée des mouvements indépendantistes bouleversent la société. Les élites européennes s'éloignent progressivement. Le club de Mogador décline alors lentement, jusqu'à sombrer dans l'oubli. Aujourd'hui, il reste un symbole fort de l'histoire d'Essaouira. Le souvenir d'un temps où diversité, dialogue et coexistence façonnaient l'identité de la ville. Et peut-être que l'histoire n'est pas totalement terminée. Le club de Mogador renaîtra-t-il un jour ? Comme un écho venu du passé, la question reste suspendue, portée par les vents de l'Atlantique. Notre épisode s'arrête ici, du moins pour l'instant, car l'histoire, elle, est loin d'être terminée. Il reste encore tant de rochers, de lieux et de traces, capables de nous raconter d'autres histoires fascinantes sur Essaouira et ses personnages. Nous n'avons pas encore exploré la petite île et ses fortifications, ni la grande île, encore chargée de mystères. Ce tournage se termine aux côtés de Raïs Miloud, avec l'espoir de poursuivre un jour ce voyage à la découverte de cette mémoire orale, enrichie par les archives et les récits du passé. Un grand merci à Raïs Miloud pour le temps partagé et pour cette balade empreinte de nostalgie. Et peut-être qu'un jour, nous aurons l'autorisation d'explorer la grande île d'Essaouira, aujourd'hui interdite au public car classée réserve naturelle. C'est là que vit le faucon d'Éléonore, qui y trouve refuge avec les siens. Merci à vous d'avoir signé jusqu'au bout. Vers vos frontages et vous continuez ce travail de mémoire et de transmission autour de l'histoire et du tourisme à Essaouira. Nous sommes loin d'être parfaits, mais nous faisons de notre mieux avec les moyens dont nous disposons. À très bientôt.